Le but du jeu n'est pas de se détruire à chaque séance, mais simplement de fournir le stimulus minimum nécessaire pour créer cette vague de destruction momentanée des capacités de production d'énergie et d'effort et reconstitution du capital à la fois musculaire, à la fois énergétique. En fait, je me suis rendu compte que dans la transmission des connaissances et aussi dans l'application pratique, après tu voyais des coachs sur des plateaux de musculation dire des trucs à leurs clients qui avaient ni queue ni tête et les clients se disaient ah bah mon coach il est là, je le paye, il est musclé donc il doit avoir raison, mais en fait que dalle tu vois. Ouais. Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast mobilité. Aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut mon gars, salut à tous. Donc Antoine Fonbonne qui a accepté d'être mon invité aujourd'hui. Comme d'habitude, on va pratiquer toute une routine d'étirement et pendant ce temps, je vais te questionner. Génial. J'ai pas mal de petites infos à échanger avec toi. On m'a posé pas mal de questions sur Instagram aussi. Super. Donc on va commencer sur ça. D'un point de vue matériel, comme d'hab, besoin de rien sauf d'un bloc. Donc nous on a ça. Si vous avez une serviette roulée, ça fera l'affaire. Une bouteille d'eau, ça fera l'affaire. Il faut juste qu'elle soit remplie. On est parti? Bouteille d'eau pour se mettre dans le bas du dos? Ouais, bouteille d'eau remplie complètement. Et en fait, elle fait effet rigide, mais sans que ce soit trop dur. Tu vois, des fois, je trouve que les foam rollers, ils peuvent être un peu trop inconfortables. Ok, d'accord. La bouteille d'eau. Et si vraiment tu veux que ce soit blindé, bah, tu la mets au congèle. J'en mets. On est parti. Juste avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Antoine? Bien sûr. Pour commencer? Bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antoine Fonbonne. Je suis directeur avec mon meilleur ami Nevin d'une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Donc, on forme des coachs sportifs et à la fois tous les gens qui sont passionnés d'entraînement et de nutrition et qui veulent en savoir plus et arrêter de se faire un peu bourrer le mou par les médias mainstream sur l'ensemble des mythes de la nutrition et de l'entraînement. Et aujourd'hui, on est un peu sur une thématique entraînement mine de rien parce qu'on va parler récupération, étirement, prophylaxie, prévention des blessures. Bref, Emmerich connaît ça mieux que moi, mais je m'en remets entre ses mains expertes. Voilà. Ça marche. On va commencer par une posture type chat tête en bas. Ok. Donc, on met les deux mains au sol. Là, on va essayer de lever les fesses, poser les talons. On va essayer d'aller chercher l'étirement au niveau de la chaîne postérieure, donc ischio-mollet. Je lance mon chrono et on est parti. Alors, je vais revenir un petit peu justement sur ta présentation. Elle est cool. Tu ne te présentes pas du tout en tant que coach? En fait, je suis coach sportif, mais je forme des coachs maintenant. Donc, mon travail de coach en soi, il est accessoire. Ouais. Je vais être obligé de te parler sans te voir et la tête en bas, ça va être sympa. Ça va être comme ça pendant tout le podcast. Et depuis 4 ans, en fait, j'ai arrêté de coacher directement et je me concentre vraiment sur ma formation et sur le fait de transmettre mes connaissances et mes savoir-faire avec mon pote. Okay. Et ce qu'on fait, c'est qu'on forme des coachs et en fait, c'est beaucoup plus gratifiant pour moi parce que plutôt que de former une personne après une personne après une personne, je peux former des centaines de personnes en même temps qui elles-mêmes vont former et coacher des centaines et des milliers de personnes. Donc en fait, j'ai un impact qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important avec le même message et le même contenu, tu vois. C'est hyper cool. Tu sais que c'est l'un des messages qu'avait énoncé Greg, donc Major Mouvement, et qui est l'une des raisons pour laquelle moi je me suis orienté sur les réseaux. Ouais. C'est au lieu de faire passer un message par un message à tous nos patients, en fait de se développer sur les réseaux, moi c'est ma manière un petit peu comme ça aussi de pouvoir bien plus facilement parler de ce que j'ai envie à beaucoup plus de personnes, quoi. C'est ça, c'est le même contenu mais c'est juste un médium différent en fait. Donc avec la même fibre, tu fais passer et tu diffuses la bonne parole beaucoup mieux, quoi. Ok. Et toi, entre le moment où tu as été… Le mec va me laisser 2 heures comme ça. Ah, on fait 2 minutes. Alors, je suis zéro soupe, moi. Ok. Entre le moment où tu as été coach et le moment où tu as commencé à enseigner, ou en tout cas à développer cette formation, tu as vraiment ressenti un manque et quelque chose qui y avait besoin ou ça t'est arrivé comme ça? En fait, tous les camarades avec qui j'étais en BPGEPS quand j'ai passé ma formation de coach, on se rendait compte qu'on se faisait bourrer le mou et qu'on apprenait même en école de coaching des trucs qui étaient absolument pas evidence-based, absolument pas validés par les apports des dernières recherches scientifiques. J'ai oublié de te dire, je vais pas arrêter de te couper. J'oublie à chaque fois de commencer mon podcast par ça Vas-y, pour parler des positions. T'inquiète. On met une jambe devant. Là, on va envoyer les fesses vers l'arrière, creuser légèrement le bas du dos, se pencher vers l'avant et trouver un étirement plutôt à l'arrière de la cuisse pour… Ça va être le pire podcast de ma vie. Alors, Antoine, c'est pas qu'il n'est pas souple parce qu'il a une grosse séance de jambes après, donc il va pas forcer sur ses étirements. On peut dire ça? Sachant que les étirements passifs avant des mouvements de force explosifs, c'est pas la panacée, mais on va en parler après, je vais attendre 45 minutes. Mais ouais, il y avait un gros vide théorique et même en cours, on nous disait des trucs. Et tu vois, les profs disaient des trucs aberrants et tu disais mais vous avez des recherches qui corroborent ça? Non, mais en pratique, ça se vérifie. C'est vrai que vraiment de façon empirique, c'est ce qu'on remarque et tout.
ok, mais des trucs qui allaient complètement à l'encontre de la littérature scientifique, tu vois. Donc tu te dis, bon, il y a un moment, je veux bien apprendre des trucs qui ont l'air d'être plus ou moins plausibles, mais faut arrêter de déconner et de transmettre des trucs qui Donc ont toi, aucune déjà valeur, dans ta formation initiale, déjà, je tu avais commençais cette à envie de sentir littérature. que ça On se foutait de ta gueule. qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de logique, quoi. Enfin, tu vois, sur les mécanismes de la force, de la croissance musculaire, de l'hypertrophie, de l'intérêt des étirements pour la performance ou la prévention des blessures et tout. Il y avait des trucs qui étaient complètement aberrants. Donc, tu dis, ok, dites ce que vous voulez, mais fournissez-nous au moins des données. Et en fait, il n'y en avait jamais. Okay. Donc, moi, ça m'a manqué. Et en fait, je me suis rendu compte que, dans la transmission des connaissances et aussi dans l'application pratique. Après, tu voyais des coachs sur des plateaux de musculation dire des trucs à leurs clients qui avaient ni queue ni tête. Et les clients se disaient, ah bah mon coach, il est là, je le paye, il est musclé, donc il doit avoir raison. Mais en fait, que dalle, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque, il y a un vrai vide. Et que ce vide, il fallait le combler avec du biscuit scientifique validé et pertinent, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a démarré cette aventure avec mon pote et en adaptant, si tu veux que j'en parle, je sais pas. Vas-y, carrément. Mais on s'est associé avec un mec qui est un génie de la préparation physique et de l'entraînement, qui est un Hollandais qui s'appelle Menno Henselmans, qui est un grand coach de renom et un grand théoricien de l'entraînement, un ancien statisticien, donc versé en maths dans les sciences dures, chercheur, etc. Et lui a créé une méthode de préparation physique qui s'appelle la méthode Bayesian, qui a pour but de transmettre la rigueur de la méthode statistique à la préparation physique et à la nutrition. Et en fait, on a adapté cette méthode-là en la traduisant intégralement en français et en la lançant sur le marché français en 2017. Ok, top. On relâche, on va garder globalement la même position, on va relâcher la jambe de devant. Cette fois, on va se focaliser sur la jambe arrière, on laisse descendre le bassin vers le bas et vers l'avant. Vous allez trouver un étirement plutôt sur l'avant de la hanche arrière pour le psoas, comme tu disais. Ok. Alors, par rapport à tout ça, donc globalement, c'est une formation, on va dire, de perfectionnement pour les coachs, basée sur la littérature scientifique. C'est ça. Okay. Moi, dans ma pratique en kiné, il y a eu depuis quelques années un vrai tournant, je trouve, pour essayer aussi de la même manière, tu vois, d'avoir beaucoup plus de critères scientifiques, de rigueur et compagnie. C'est génial. Moi, en tant que, on va dire, kiné assez classique, passionné, mais pas fan de statistiques ou de littérature, j'ai un vrai problème parce que dès que je commence à chercher sur Internet, donc nous, c'est PubMed principalement où on tient les trucs, j'arrive à chaque fois à trouver des tonnes d'articles qui disent tout et son contraire. Et en fait, je suis un peu paumé parce que je vais me demander, par exemple, est-ce qu'il faut s'étirer avant ou après le sport? Et je vais trouver des articles qui disent que oui, je vais trouver des articles qui disent que non. Par exemple, vous, dans votre formation, du coup, comment vous faites par rapport à ça? Alors, moi, la recherche en soi dure, c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est d'interpréter les données que les chercheurs qui travaillent pour nous pondent. Mais en fait, leur travail à eux, c'est de comparer les recherches et leur pertinence. Je te la fais courte, mais en statistique, il y a notamment la signification statistique qui montre que tu peux avoir des recherches qui ont l'air probantes et des résultats qui ont l'air convaincants. Et en fait, quand tu les compares à ce critère qui est la signification statistique, tu te rends compte que les résultats, en fait, en pratique, ils ont assez peu d'impact et que la recherche peut être quasiment nulle en termes de portée à cause d'une taille d'échantillon trop faible, à cause d'une taille d'effet trop faible, à cause de la durée de l'étude qui n'est pas assez pertinente, etc. Il y a aussi une hiérarchie dans les recherches, je la fais très brève, mais par exemple les recherches épidémiologiques qui sont simplement des recherches où on va constater ce que font les gens dans leur vraie vie pendant généralement un temps assez long. Tiens, pendant 10 ans, il y a des gens qui ont été en surpoids, on regarde comment évolue, je ne sais pas moi, leur profil lipidique, etc. Ça, c'est des recherches qui ont en fait une qualité de preuves et de données scientifiques qui est assez faible parce qu'on n'a aucun contrôle et aucune intervention directe sur les sujets. À l'inverse, tout en haut de la hiérarchie des systèmes d'études, tu as des protocoles, par exemple des essais randomisés contrôlés, qu'on appelle les ECR dans la recherche. Des revues systématiques aussi? Ouais, qui, à la différence des études épidémiologiques par exemple, te prennent des sujets, les mettent dans des groupes qui sont répartis au hasard, avec des groupes généralement en double aveugle, avec des processus de placebo, avec un washout au milieu des périodes d'études où on passe les sujets de l'une à l'autre des catégories, parfois sans leur dire. Et donc, on arrive à isoler littéralement dans ce genre de protocole. On enchaîne les deux étirements. Ok, ça marche. Et on arrive avec ce genre de protocole à isoler vraiment l'impact d'un phénomène ou d'une intervention ou d'une modification alimentaire ou sur le mode de vie ou l'entraînement, etc. Donc quand les gens disent bah ouais les recherches montrent, oui, mais quelle recherche, conduite comment, avec quelle intention, éventuellement avec quel biais de confirmation, de publication, sponsorisé par qui, etc. Et vous avez du coup toute une équipe qui analyse ça? Non seulement on a toute une équipe qui analyse ça, et en plus le tout premier chapitre de notre formation, c'est comment faire ses propres recherches
je vais me mettre là parce que voilà, pour apprendre aux élèves justement à faire ce avec quoi tu galères peut-être au quotidien, c'est-à-dire à trier le bon grain du mauvais, à différencier la qualité des résultats d'études, à aller à la bonne source, à aller chercher les bonnes études et surtout on leur fournit tellement de biscuits scientifiques dans le cadre du cours qu'ils ont déjà un assentiment de l'ensemble du consensus scientifique sur beaucoup de thématiques et qu'ensuite s'ils veulent aller chercher des compléments, ils peuvent le faire en connaissant déjà l'orientation de ce que la science a à dire de pertinent sur tel ou tel sujet. On a des méta-analyses par exemple qui sont des revues d'études qui combinent je sais pas, 10, 15, 20, 30, 200 études et qui, en fonction des résultats de chaque étude, arrivent à tirer une tendance globale. Et généralement, quand les études sont de qualité à l'intérieur des méta-analyses, on arrive à avoir des méta-analyses qui sont extrêmement qualitatives et qui permettent de faire ressortir une tendance globale qui peut-être peut paraître un peu floue ou un peu abstraite quand on se penche sur les études. Ça, c'est de la stat et de la recherche. Moi, ce n'est pas ma spé, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, on arrive, in fine, en démêlant tout ça, à avoir, mine de rien, sur beaucoup de thématiques, des tendances qui se dégagent, qui sont, comme je te l'ai dit, statistiquement significatives parfois, et qui montrent que, invariablement, il y a des fonctionnements qui se répètent, il y a des schémas qui se répètent, et il y a des choses qui marchent chez certains individus, qui ne marchent pas chez d'autres, mais qui, en moyenne, marchent mieux que si on faisait rien, ou marchent moins bien que si on faisait rien du tout. Ok, d'accord. Voilà, en gros. Ok, nickel. Bonne grosse introduction sur, sur le modèle. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les deux grands thèmes, ça va être nutrition et entraînement? Ouais, avec un thème en plus sur la psychologie de l'entraînement et de la motivation. Parce que s'entraîner soi-même quand on est un mec comme toi qui adore le sport et qui est très motivé, c'est relativement simple parce que c'est dans ton identité et dans ton ADN. Coacher un client qui veut simplement perdre du poids pour son mariage ou pour sa prochaine lune de miel ou pour, je sais pas, la réunion des anciens élèves du lycée avec des gens qu'il n'a pas vus depuis 1977 et qui n'aiment pas du tout le sport et qui n'a pas le temps d'en faire, c'est pas du tout le même travail. Donc en fait, arriver à comprendre la psychologie humaine, à comprendre comment optimiser le self-control de tes clients, à comprendre comment les responsabiliser, comment leur donner des armes au quotidien pour arriver à leur donner tout simplement un contrôle sur leur vie et sur leurs actions et leur faire comprendre qu'en contrôlant et en optimisant certains paramètres, ils vont avoir des résultats et arriver à se rendre compte que en devenant accro aux résultats qu'ils arrivent à générer dans leur vie eux-mêmes, ils ont un vrai sentiment de compétence et d'indépendance qui se développe et faire fructifier ce sentiment-là. C'est un vrai travail de coach et il ne s'agit pas simplement d'être bon en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour arriver à transmettre ces variables et ces modes de fonctionnement à des êtres humains. En fait. C'est hyper intéressant. Ça, c'est un aspect que vous aviez vu dans votre formation initiale ou pas du tout? En BP, que dalle. Tu sens que les bons coachs qui restent, quand tu fais le tour des salles, tu vois vite les bons coachs des mauvais et tu vois, on est dans une box de CrossFit. Aujourd'hui, généralement, les coachs de CrossFit sont beaucoup plus compétents sur cet aspect-là que la plupart des coachs sur les plateaux de musculation parce qu'ils ont des petits groupes, parce qu'ils ont des gens qui sont exigeants, parce qu'ils ont parfois des gens qui payent plus cher, donc qui sont en attente davantage de présence, de davantage d'accompagnement. Et généralement, ils ont la façon de pouvoir arriver à transmettre de façon rapide et clé en main des savoir-faire et des méthodes pour que les clients aient des résultats, soient contents et reviennent en fait. Mais quand tu fais le tour des salles de musculation, notamment en France, tu te rends compte qu'il y a des coachs qui sont les mains dans les poches sur les plateaux et qui font rien. Et peut-être qu'ils sont très compétents sur le papier, mais en fait, comme ils n'ont aucune compétence sociale, humaine et interpersonnelle, en fait, ils ont aucun impact. Ils n'ont aucun pouvoir sur les gens avec qui ils travaillent. Rentrer dans la tête des gens avec qui tu travailles, comprendre leur psychologie, comprendre leurs limites, comprendre leur motivation, comprendre leurs biais, comprendre comment leur éducation ou leur contexte socio-culturel peut-être modifie leur perception ou aiguise ou floute leur jugement. C'est un vrai travail de psychologie et ça, c'est une énorme partie de notre formation et c'est vraiment un des trucs sur lesquels on se concentre le plus avec nos élèves. Et quand tu arrives à comprendre que tu peux former des gens et sur la nutrition, parce qu'on n'a rien sans ça et que c'est la base, et sur la science de l'entraînement, et qu'en plus tu en fais des gens qui sont sensibles à l'être humain et aux gens et au type de caractère qu'ils vont avoir en face d'eux, c'est génial, c'est vraiment hyper complet. Et si tu devais choisir une caractéristique qui serait primordiale pour un coach, ce serait laquelle? Même si c'est une question très difficile parce qu'il n'y en aura pas qu'une, mais en tout cas, celle qui pour toi est la plus importante. Mais je pense que pour être un bon coach et pour le rester, il faut savoir faire preuve d'empathie. Et il ne faut pas être capable de déployer de l'empathie, il faut être quelqu'un d'empathique. Il faut
être capable de te mettre à la place de la personne sans être trop gentil, sans être trop conciliant, tout en maintenant la rigueur et l'ensemble de la démarche. Mais il faut être capable de te dire que tu as des êtres humains en face. Sinon, tu vas être frustré. Si tu es très sportif, comme toi et moi, et que tu t'attends à voir des mecs qui sont super motivés, des machines, et ok, tu vas simplement leur montrer ce qu'ils ne savaient pas faire ou leur expliquer ce qu'ils ne savent pas optimiser dans leur nutrition, paf, et ça va se débloquer comme si tu rebootais un logiciel. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On a en face, je ne sais pas si tu as déjà essayé de conseiller tes proches, par exemple, Ouais, ta famille, tes parents et tout. C'est un enfer parce qu'il y a calvaire. tellement de biais, il y a tellement de blocages, il y a tellement de couches et de sous-couches, de réticences, de réminiscences, d'enseignements culturels, de transmission, de j'ai entendu ci, mais j'ai vu mes potes faire ça, etc., de croyances, que c'est extrêmement difficile à extirper et il est extrêmement difficile d'arriver à modifier des comportements quand la personne qui est en face de toi n'est pas prête à s'investir et à te faire confiance. Et ça, pour obtenir ça, il faut de l'empathie. Mais ça demande aussi, en termes de motivation, on en parlait, de la part des clients, de s'adonner à un processus psychologique qu'en psycho on appelle un buy-in. Un buy-in en anglais, en français plutôt, c'est comment tu vas t'investir ou donner de toi-même. En gros, les gens ne peuvent pas obtenir de résultats s'ils ne s'investissent pas et s'ils ne donnent pas quelque chose qui leur demande un sacrifice. Généralement, le buy-in dans nos sociétés capitalistes, c'est de l'argent. Ouais. C'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure avec le CrossFit, mais je vais dans une salle low cost qui me coûte 19 €. Bah, je vais y aller 3 fois, c'est bien, c'est pas bien, il y a une fille mignonne, vas-y, je vais tchatcher un peu, j'y retourne. Oh, les néons sont relous, c'est un peu en sous-sol, il fait froid, machin, la musique est relou, vas-y, casse les couilles. Tu viens dans une salle de CrossFit, tu payes, je sais pas moi, 600 balles pour un trimestre, tu vas te dire… Ah ouais, bon, j'ai payé, ok, je vais me sortir les doigts, je vais y aller 3 fois par semaine, je vais essayer d'avoir des résultats, etc. Par exemple, sur les brûleurs de graisse, on se rend compte que, à part la potentielle éphédrine dans certaines zones du monde, mais surtout le surdosage en caféine qui fait que ton cœur s'accélère et que tu as l'impression qu'il se passe un truc dans ton corps, l'effet principal des brûleurs de graisse, c'est simplement le buy-in placebo de j'ai mis 65 balles dans un brûleur de graisse, donc je vais aller faire sortir mon chien un peu plus souvent, faire 3 tours du pâté de maison de plus, être un peu plus actif, prendre les escaliers, me garer plus loin, etc. Okay. Et ok, d'accord, tu augmentes ta dépense énergétique spontanée, tu vas brûler peut-être 120 calories de plus par jour, mais c'est jamais à cause ou grâce au brûleur de graisse, c'est simplement le buy-in que tu y as mis. Et ça, en psychologie, c'est capital. Donc apprendre à travailler là-dessus et apprendre à être conscient que tu peux avoir des résultats qui sont exceptionnels parce que le corps est une machine qui s'adapte, je t'apprends rien, mais de façon magnifique et qu'en l'orientant dans la bonne direction, avec les bons protocoles, avec les bonnes connaissances en nutrition et avec les bonnes stratégies d'entraînement, tu arrives à faire des merveilles. Mais il faut être capable de déverrouiller le mystère de l'être humain et acquérir la confiance de ton client et pouvoir travailler avec lui, avec l'aide de sa psychologie et pas contre. Sinon, tu vas nulle part. C'est top, tu vois. Et le gros parallèle que je peux faire avec la kiné, c'est que dans les virages qu'on est en train de prendre, la kiné se rend compte que l'exercice est une arme très puissante en thérapie. Bien sûr. Donc on est en train de moins en moins masser nos patients, leur mettre du chaud, des électrodes, un peu la kiné d'il y a 20 ans, et de plus en plus leur préconiser des exercices. Et en fait, moi dans ma pratique, je me rends compte, et de plus en plus aussi dans les nouvelles formations qui se mettent en place, en fait, aujourd'hui, les kinés, le principal problème, c'est qu'ils connaissent les exos, ils savent ils savent à peu près combien en donner aux patients, mais en fait, on ne sait pas comment les prescrire, on n'arrive pas à passer le message. Et en fait, on va dire, bon, fais 3 x 10 rotations latérales, ou même 5 x 10, mais en fait, c'est tellement relou et chiant, et on n'a pas intégré le côté ludique pour le patient, qu'on se retrouve en échec thérapeutique parce que le patient ne fait pas ses exos. C'est extrêmement frustrant. Et pour un coach, ça doit être frustrant, mais pour un kiné, avec quelqu'un qui revient et qui dit j'ai des douleurs, je souffre, faites quelque chose, j'ai mal, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à porter mes gosses, mes courses, etc. Ça doit être incroyablement frustrant au quotidien. Et en fait, on aurait besoin aussi, tu vois, dans notre formation initiale en kiné, d'apprendre sous ces éléments-là. C'est sûr. Mais malheureusement, peut-être que le modèle de la kiné, il est basé sur un modèle à l'américaine où les Américains sont tellement plus doués socialement, tellement plus à l'aise avec les communications, avec les gens, avec les relations interpersonnelles et tout, qui considèrent que c'est de l'acquis et qu'une fois que tu as la science et la manière de guider, ça va marcher tout seul, tu vois. Malheureusement, non, c'est pas ça. Pas comme ça. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt, en tout cas, moi je suis diplômé de 2013, donc ça a quand même changé depuis le temps. Mais en fait, non, on t'apprend à traiter un tissu, en fait, pas un patient. Moi, dans ma formation, c'était une tendinite du genou. Le tendon, il va avoir besoin de faire ça, point barre.
Ça va pas être le fait que ton patient ait une tendinite va faire qu'il ne peut plus, comme tu dis, porter ses enfants, etc. Donc les conséquences sont ça. Ou alors, il n'y a pas spécialement de conséquences, on peut lâcher dans la vie quotidienne, donc il va pas être motivé pour faire ses exos. Ça, c'est pas du tout acquis. Mais exactement comme toi, si le mec il veut perdre du poids, mais qu'en même temps il veut continuer de s'envoyer des McDo tous les jours et compagnie, j'imagine que d'un point de vue des résultats, tu vas être on serait toujours des êtres humains en fait. On n'a jamais simplement un métabolisme ou simplement un système cardiovasculaire ou simplement une fibre musculaire à hypertrophier, tu vois. Ce serait à la fois trop beau et en même temps pas assez parce que tu te rends compte qu'avec la psychologie des gens, tu peux atteindre des résultats qui sont exceptionnels. On peut aller bien au-delà de sa physiologie, tu vois. Dans la Bible, on dit l'esprit est fort mais la chair est faible. Et c'est quasiment la même chose dans la pratique. Tu te rends compte que tu peux faire des trucs avec ton mental qui sont exceptionnellement plus impressionnants que ceux à quoi potentiellement ta génétique ou ta physiologie de base te prédestine. Tu vois. Donc là, plus on va se rapprocher son tronc de sa jambe avant, plus on va étirer le fessier de la jambe en appui. Et du coup, d'un point de vue des progrès, tu vois, une personne qui souhaite se remettre en forme, bouger, etc. À combien à peu près tu estimerais le pourcentage de l'entraînement par rapport à l'alimentation et inversement? Est-ce que y aurait un ratio? Est-ce que c'est propre à chaque individu? Ça dépend de l'objectif. Tu ne peux pas faire de réponse lambda, mais en vrai, quelqu'un qui est en surpoids, qui est en obésité morbide, tu vas pouvoir arriver à le ramener dans une composition corporelle saine sans sport. En vrai, simplement en faisant des modifications de son alimentation, en appliquant un déficit calorique constant et intelligemment programmé, en appliquant éventuellement un jeûne un jour sur deux, qui pour les sujets extrêmement en surpoids a des super résultats dans les recherches sur l'adhérence ou l'adhésion nutritionnelle, en tout cas le respect du régime sur le très long terme. En vrai, si tu ne veux pas développer une masse musculaire importante ou au-dessus de la moyenne actuelle, qui n'est pas une moyenne saine, mais qui est la moyenne des vivants qu'on voit aujourd'hui, tu n'as virtuellement pas énormément besoin d'activité sportive. Après, si tu veux optimiser ta masse musculaire, optimiser ta santé, ta longévité, ta mobilité, etc., pour moi, la pratique d'une activité sportive à composante musculaire est absolument indissociable de la notion de santé sur le long terme. Mais en vrai, simplement pour avoir un objectif de j'ai envie de perdre 5 kilos pour mon mariage, tel événement, tel truc et tout, forcément que l'activité physique va t'aider à normaliser l'ensemble de ton fonctionnement physiologique, l'ensemble de tes productions hormonales et ton fonctionnement émotionnel aussi, va t'aider à créer un plus gros déficit calorique. Mais en soi, tu peux le faire sans. On a des études, on a la Minnesota Starvation Experiment, au cours de laquelle les mecs ont perdu 50% de leur poids de corps sans faire de sport, simplement en s'affamant. On a des milliers de cas cliniques malheureusement dans les camps de la mort et les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, à Dachau, à Birkenau, etc. où tu as des mecs qui ont maigri jusqu'à n'avoir plus que la peau sur les os. Et même s'ils étaient forcés à souvent produire des travaux pour l'intérêt collectif de ceux qui les mettaient dans les camps, ils ne faisaient pas particulièrement de sport, du cardio, du HIIT, du LIS ou de la muscu. Tu vois, donc, en vrai, tu peux y arriver. Par contre, ça va être au détriment de ta santé sur le très long terme, de ta masse musculaire, probablement de ta longévité squeletto-articulaire et musculaire, etc. Donc, puis ça va sûrement demander un mental aussi plus important. Parce que je me dis, si tu n'as pas de dépenses caloriques, tu vas sûrement devoir avoir un régime alimentaire plus strict. Ouais, probablement. Après, c'est une fausse question pour toi et moi parce que le sport et l'activité physique sont indissociables de nos modes de vie. Mais je comprends que tu as des gens qui n'aiment pas le sport, tu vois. Après, le problème, c'est la responsabilité, tu vois. C'est-à-dire que si j'étais conseiller financier et que tu me dis « Ok, j'aimerais rouler en Ferrari F430 et avoir un yacht, par contre, j'aime pas trop économiser de l'argent. » Ok, tu as intérêt à être sacrément ingénieux pour trouver un moyen d'en faire énormément sans avoir à en économiser, tu vois. Si tu me dis j'ai envie d'avoir une super shape et des super muscles, mais par contre le sport c'est pas pour moi, il y a un moment, il y a un principe de réalité, tu vois. Tu as une fibre musculaire qui est comme ça, tu as une génétique qui est comme ça, là à un instant T, tu es comme si. Tu vas pas prendre 15 kilos de muscle sans faire de musculation ou sans faire de crossfit ou sans faire un truc qui va te développer ta masse musculaire. Tu vas pouvoir perdre du gras, tu vas pouvoir être en bonne santé, tu vas pouvoir être fin, éventuellement athlétique, mais il y a un moment, il y a des principes de réalité qui sont incontournables parce que les principes de l'adaptation sont les mêmes pour tout le monde. On ne joue pas tous avec les mêmes cartes, mais on joue tous avec les mêmes règles du jeu. Ok, c'est bien. À moins de franchir la sacro-sainte limite, mais on n'en connaît pas encore. Ouais. Ok. Et d'un point de vue du coup plutôt santé, est-ce qu'il y a une dose recommandée de sport? Donc moi je connais des recommandations classiques de l'OMS, mais est-ce que dans la littérature on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses?
Après, les recommandations de l'OMS, elles sont pertinentes, mais comme tu le sous-entends, elles sont destinées à des sujets qui sont sédentaires, à vocation sédentaire plus. Ouais. C'est-à-dire, j'ai une vie de sédentaire qui n'est pas articulée autour de l'activité physique, mais j'ai envie d'être en bonne santé. Est-ce que le sport ne peut pas m'y aider? Si, évidemment. Ouais. Et on sait que si tu pratiques, selon les recommandations de l'OMS, 2 activités cardiovasculaires à raison de 140 minutes par semaine et potentiellement 2, si tu peux, voire 3 activités avec un peu de stimulation musculaire, tu vas mieux sauver ta peau que 90% des gens. Ouais. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que tout ce qui va aller au-delà, comme on entend parfois dans la bouche des parents qui s'inquiètent que leurs enfants fassent trop de sport, tu vas forcément tirer sur la corde et tu vas forcément en faire trop et tu vas forcément te mettre en danger, mettre ta croissance en péril, ta santé articulaire, etc. Mais je crois qu'il y avait un psychiatre de l'entraînement qui disait tout sport de haut niveau s'inscrit dans le poids de la livre de chair. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu franchis la ligne entre le sport développement personnel, le sport amélioration, le sport santé, et que tu arrives dans le sport performance avec la seule performance et l'excellence en ligne de mire, tu es obligé, à mon sens, de franchir une limite qui est potentiellement, non pas le surentraînement, mais la sursollicitation, potentiellement les blessures à répétition, potentiellement le stress mécanique sur l'ensemble de tes tissus qui va faire que le corps n'a pas le temps de régénérer et que tu vas creuser ta dette de récupération et de cicatrisation tissulaire tout bêtement. Le sport de haut niveau n'est plus du sport santé. Et qu'au bout d'un moment, tu payes la dette. C'est obligatoire. J'ai jamais fait d'intervention dans des domaines comme le ping-pong, le curling, le tir à l'arc, etc. Qui sont très demandeurs, mais où il y a des contraintes quand même. Mais je suis sûr que même dans ces sports, il y a de la casse, il y a des blessures, il y a de l'usure, etc. Et même si c'est moins évident parce qu'on ne se dit pas c'est des sports de force, c'est des sports extrêmement violents, etc. Il y a quand même un sacrifice de l'intégrité physique humaine optimale sur l'autel de la performance dans ces domaines-là. Mais après, il suffit de se situer un tout petit peu en dessous. Et le panel entre je suis sédentaire et je vais courir une fois par semaine à je m'entraîne tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, mais de façon très intelligente et optimale. À mon avis, tu peux toujours être dans un développement optimal de la santé en variant avec ces 2 types de dosage. Tu vois. On va partir sur le cobra, mobiliser un peu le dos. Et donc c'est vrai que c'était plus dans ce sens-là. En fait, la limite entre jusqu'où je peux en faire sans empiéter sur ma santé à long terme. On est tous différents. Ce qui, toi, te fait mal, moi, peut-être rien me faire. Et ce qui, toi, te paraît normal, moi, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Tu vois. Genre, c'est con, mais tu vois ça, s'asseoir en tailleur, comme ça. Tu vas au Japon, tu fais du judo, tout le monde est assis comme ça. Moi, j'ai plein de potes qui pourtant sont sportifs, sont incapables de faire ça. Ils sont là, attends, non, vas-y, ça me met des crampes et tout. Et c'est débile, c'est un mouvement, tu vois, humain. Tu vas en Thaïlande, moi j'ai passé beaucoup de temps en Asie, tu vois, les gens, ils attendent le bus comme ça, tu vois. Demande à la moitié des Européens qui sont ici de se mettre comme ça dans la rue, micro-trottoir, je suis sûr que tu as 50% d'échecs. Les gens, ils vont être comme ça, ils vont 50, t'es gentil. Ouais, tu vois. Donc, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour toi. Et même si on fonctionne tous plus ou moins de la même façon, on a tous des seuils de tolérance, on a tous des besoins différents en termes de quantité de sommeil, en termes d'adaptation à l'effort, etc. Donc, il est bien de raisonner avec bon sens et pragmatisme et ensuite d'apprendre à se connaître parce qu'en pratiquant une activité, on apprend à développer sa sensibilité pour cette activité-là. Quand tu fais du Scrabble, la première fois que tu joues, tu ne comprends pas dans quel sens vont les cases. Quand tu as fait 5 parties, tu comprends comment niquer les autres, faire des trucs, mettre les mots dans l'autre sens, etc. C'est pareil avec l'entraînement. Il faut simplement apprendre à se découvrir dans l'effort et savoir ce qu'on peut se permettre, ce qu'on peut moins, ce qu'on peut plus peut-être si on se met à vieillir, dans quel type d'activité on s'épanouit, dans quel type on a peut-être un petit peu plus de mal ou on prend un petit peu moins de plaisir, tu vois, et partir de ça, je pense, ça aide. Et imaginons je pratique une séance de sport, donc tout va bien, que ce soit de la muscu, que j'aille courir, etc., ou du crossfit. Est-ce qu'il y a des éléments soit à éviter, soit à essayer de mettre en place pour tirer le plein avantage de cette séance? En tant que ceux pour qui n'ont pas l'habitude de cette position, pour qui ça peut être un peu raide, n'hésitez pas à faire des pauses. Moi, je fais des pauses. J'ai ou pas à le faire en dynamique, sinon à faire des allers-retours ici. J'ai pas les habitudes de mobilité d'Emeric, mais ou à mettre les mains plus loin aussi pour moins cambrer au niveau du dos. Pas con. En vrai, en tant que kiné, je pense que c'est un truc que tu dois répéter souvent, mais la règle de la non-douleur, elle est essentielle. Je vois une barre, j'essaye de faire un snatch parce que j'ai un pote qui me montre. J'ai une super bizarre douleur à l'acromion au niveau de l'épaule.
bah j'arrête. Je ne vais pas me faire toute la séance et me charger 40, 60, 90 kg pour voir ce que ça fait. Tu vois. Ouais. Respecter la règle de son intégrité physique et de la non-douleur, s'échauffer intelligemment. Ouais. Parce que sans montée en température, sans lubrification articulaire, sans augmentation de la vascularisation périphérique, etc., on n'arrive pas à un contexte qui va être propice au développement des adaptations nécessaires pendant l'entraînement et éventuellement à la performance. Okay. Donc on s'échauffe bien, on fait des mouvements qui sont intelligents et optimaux et on ne s'entraîne pas n'importe comment. Et à partir de là, on essaie de voir comment on peut progresser avec des protocoles d'entraînement idéalement calqués. Mais c'est juste du bon sens, mais c'est du bon sens qui, pour nous sportifs, semble tomber sous le sens et qui en fait pour les gens qui sont sédentaires, demande une acculturation et demande une habitude parce que c'est une façon de faire qui se perd malheureusement. Les gens sont de plus en plus sédentaires, de moins en moins actifs, de moins en moins sportifs. Et ne serait-ce que, tu vois, faire un squat, maintenant il faut un mode d'emploi, quoi. Ouais, alors que clairement. c'est juste une flexion de jambe. Ouais. Et puis vous savez que quand tu en parlais justement avant, tous les débats autour du squat, les genoux en dedans, genoux en dehors, genoux qui dépassent, en Asie, c'est tu descends et point barre en fait, tu vois. Et ils sont pas en train de se dire j'attends mon bus, mais dans quelle position je l'attends. Clairement. Ils en ont rien à foutre, ils ont pas plus de douleur que nous, quoi. Clairement. Donc, ok. Et justement, par rapport à l'échauffement, il y a des durées ou des échauffements qui sont meilleurs que d'autres à éviter ou autre chose? On va changer de position, on va se mettre ici, on va poser l'épaule et on va essayer donc de pivoter tout le tronc et d'envoyer la main pour poser la tête sur le côté. En fait, c'est drôle ta question parce qu'à chaque fois, je fais preuve d'une grande candeur, pour pas dire une grande naïveté. Mais à chaque fois que je découvre un nouveau protocole d'entraînement, nouveau ou pas, hein, que ce soit l'échauffement russe, l'échauffement polyphasique, machin, je me dis putain, ça doit être intéressant, je vais regarder, etc. Et en fait, c'est simplement, tu sais, genre c'est les différentes ways to skin a cat, c'est-à-dire que tu vas toujours arriver au même résultat, mais avec des micro-modifications de tiens, dans quel sens je fais d'abord l'échauffement cardiovasculaire et ensuite l'échauffement ostéo-articulaire, etc. Ouais. Et en fait, le but de l'échauffement, il est D'échauffer. excessivement simple et prosaïque, c'est simplement de s'échauffer, c'est-à-dire de faire monter la température corporelle, de lubrifier éventuellement les articulations qui vont être mises en contrainte ou en effort, et de faire monter la température à la fois globale via un échauffement cardiovasculaire et localisé, c'est-à-dire dans les ventres musculaires qui vont devoir travailler, pour pouvoir permettre des échanges intra- et extracellulaires optimaux et une conduction électrique, une conduction nerveuse, une circulation du flux sanguin, etc. optimaux. Donc, passer d'un état de repos normalisé à un état d'effort et de production, de force, de puissance, de vitesse, d'impact, etc. Donc, c'est simplement ça. Et après, il y a un milliard de façons de faire. Mais le protocole qui vous convient le mieux, tu vois, un protocole tout basique, mais faire 2-3 minutes d'un échauffement cardiovasculaire, que ce soit du vélo, de la marche rapide sur tapis, du ski erg, du rameur, etc. Puis faire un peu de mobilité articulaire sur les articulations qui vous concernent. Et ensuite, si tu vas faire, je sais pas moi, de l'épaulé ou du snatch, t'échauffer la ceinture scapulaire, les poignets, les coudes et les épaules. Si tu vas faire du squat, t'échauffer plutôt les genoux, le bassin et les chevilles. Si tu vas faire des tractions et ainsi de suite, tu vois. Simplement. Et ça, donc, ça par marche. exemple, un mec qui va courir 1 heure, lui dire les 5 premières minutes, en fait, tu cours de manière très lente, très douce, histoire de te mettre en route, ça pourrait suffire. Par exemple, mais après, il peut être en plus adapté en fonction des gens et adapté en fonction du contexte. Quand tu fais un footing à Paris en plein mois de novembre, tu n'as pas les mêmes besoins d'échauffement que si tu le fais à Toulouse en plein mois de juillet, quoi. Très clairement, le principe même, c'est que la montée en température, elle ne se fait pas à la même vitesse ni pour tout le monde, ni à tous les endroits du globe, ni dans toutes les saisons, et que on est des systèmes vivants, on vit en communication perpétuelle avec notre environnement, on est des systèmes, tu vois, l'être humain est un système ouvert, il n'est pas un système fermé, il ne peut pas être totalement indépendant du contexte dans lequel il veut évoluer, et il faut tenir compte de tout ça, quoi. Ok, c'est intéressant. Et c'est vrai que comme tu dis, on voit de tout en termes d'échauffement, quoi. Des trucs les plus complexes, à limite un peu folkloriques, à des fois des trucs très simples, très efficaces. Après, il y a des grands trucs à pas faire et on le sait maintenant, tu vois, genre les étirements passifs comme on est en train de faire, par exemple, juste avant une séance de puissance ou une séance vraiment avec une grosse dynamique musculaire et balistique, c'est une connerie, tu vois. Parce qu'on sait que, parce que là, on a des recherches précises là-dessus, que les étirements passifs et statiques, comme ce qu'on est en train de faire, rendent notamment le système nerveux plus conciliant et passif, tu vois. Donc ça va être très bien pour déclencher un état de détente, un état de relaxation, un état de switch off en fait des unités motrices et des connexions inter- et intramusculaires. Mais si ensuite tu veux pouvoir faire un sprint et
et sauter le plus haut possible ou lancer un poids le plus loin possible, etc., bah, c'est probablement pas la meilleure méthode d'échauffement qui soit. Ouais, pas la meilleure chose à faire. Mais après, quand tu contemples des protocoles d'échauffement différents, que ce soit des pistolets de massage, du rouleau de massage, de la mobilité articulaire, des étirements balistiques, des étirements actifs, etc., bah, en fait, sur le papier, ils atteignent tous le même objectif qui est de faire monter le corps en température, d'augmenter un peu le niveau d'éveil, la concentration, le flux sanguin, la proprioception et de préparer le corps et le système nerveux central à l'effort, tout simplement. Ok, hyper intéressant. J'apprends plein de trucs, c'est hyper cool. On va faire un podcast de 4 heures. En fait, je suis en train de vous offrir la formation bayésienne. Mais alors, Ok. On va mettre au niveau du dos. Donc, nous, il est relativement grand. Vous, si vous utilisez une serviette, une bouteille d'eau, là, on va tenir la position pendant plusieurs minutes. Vous, n'hésitez pas à changer en fait l'étage vertébral sur laquelle vous allez poser votre serviette ou votre bouteille ou votre rouleau de massage, évidemment, qui sont quand même faits pour ça aussi, pour mobiliser votre rachis. Donc là, on va se détendre, on s'allonge sur le dos tranquillement. ça marche. Hop. Nickel. Et donc là, on a parlé de l'échauffement et d'un point de vue de la récupération. Ouais. Donc pour quelqu'un qui va s'entraîner plusieurs fois par semaine, qui veut pouvoir s'entraîner plusieurs fois par semaine, est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans la littérature? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui servent absolument à rien, qui n'ont jamais fait preuve d'efficacité? Et est-ce qu'il y en a qui sont vraiment le gold standard pour récupérer quoi? Alors déjà, avant de penser à récupérer, je pense qu'il faut penser à ne pas créer de déficit de récupération. C'est-à-dire qu'il faut programmer ton entraînement et l'ensemble de tes microcycles, mésocycles, macrocycles d'entraînement en fonction de tes objectifs et en fonction de ta capacité de récupération et de ta capacité à encaisser ton stress global. Si tu te dis, allez, je commence l'entraînement, je n'ai jamais fait de musculation, je vais faire 2 séances par jour, 6 fois par semaine, probablement que avant la meilleure récup du monde. Avant le jeudi soir, tu es en morceaux, tu vois. Si tu es champion olympique d'haltérophilie, bah, probablement que si tu t'entraînes pas 2 fois par jour ou 3 fois par jour pendant les 2 années qui précèdent les JO, bah, tu vas être incapable de retrouver tes performances initiales aux prochaines Olympiades, tu vois. Tout simplement parce que le corps répond à un principe qui est celui du SAID, qui est le syndrome des adaptations to impose demands en anglais, aux demandes imposées, qui fait que tu peux arriver à amener ton corps quasiment dans la direction que tu veux à partir du moment où tu respectes un principe d'adaptation qui est un principe de je vais soumettre mon organisme à un stress, mon organisme va du coup encaisser, après avoir produit un effort, une légère diminution de la performance qui va être due à la dégradation de ses substrats, à la dégradation de ses qualités de production d'énergie, à la dégradation de ses capacités contractiles, etc. Puis, si je respecte ce qu'il faut en termes de récupération, donc en termes de sommeil et d'alimentation notamment, j'arrive à fournir à mon corps ce dont il a besoin, il va pouvoir récupérer, créer une adaptation positive et amener au phénomène qu'on appelle celui de la surcompensation, c'est-à-dire à créer un potentiel d'action qui va être légèrement supérieur à l'action qui aura été fournie et à l'effort qui aura été fourni précédemment. Et c'est comme ça, tout simplement, grâce à ce processus d'adaptation et grâce à la machine capacité adaptative de la machine humaine, qu'on arrive à s'améliorer, à progresser. Donc déjà, pour pouvoir optimiser sa récupération, il faut comprendre que le but du jeu n'est pas de se détruire à chaque séance, mais simplement de fournir le stimulus minimum nécessaire pour créer cette vague de destruction momentanée des capacités de production d'énergie et d'effort et reconstitution du capital à la fois musculaire, à la fois énergétique et à la fois nerveux qui va permettre d'amener l'organisme à une performance supérieure le coup d'après. C'est-à-dire que si vous vous dites, je fais une séance, je sais pas, je me mets à faire du développé couché, je fais 10 reps à 60 kg, génial. Je reviens 3 jours après, j'essaie de faire la même chose et là, je fais que 5 reps à 60 kg. Bah déjà, vous savez que vous allez dans le mur parce que vous avez tellement entamé votre capacité de récupération que vous êtes encore dans le creux de la vague et que vous n'avez pas encore permis à votre organisme de remonter tout en haut de ce pic adaptatif qui va lui permettre de surpasser la précédente production d'effort. Si en revanche, vous avez fait 10 reps à 60 kg, que vous récupérez suffisamment comme il faut et que 3 jours après ou une semaine après, avec la même charge, vous arrivez à faire 11 reps ou qu'éventuellement, vous arrivez toujours à faire 10 reps mais avec 62,5 kg, vous savez que vous avez mené votre corps dans la bonne direction et que vous avez réussi à créer une adaptation positive. Voilà. Donc déjà, le génie de la programmation, la logique de la stratégie d'entraînement, ne pas construire des séances qui se marchent sur les pieds et qui sont un pied de nez au bon sens et à la logique, ne pas faire des choses qui
enfin je sais pas, je vais faire une énorme séance de sprint et 2 heures après, je vais essayer d'aller faire une séance de squat en ayant une performance optimale. C'est pas possible. On ne peut pas demander la même production d'énergie et d'effort aux mêmes structures musculo-articulaires dans la même journée si on n'y est pas habitué ou dans la même semaine a fortiori si on est très débutant et qu'on n'y est pas habitué non plus. En termes de récupération, il faut aussi écouter son corps et savoir de quoi on est capable et construire petit à petit sa capacité de production d'effort et sa capacité de récupération. Ok, et donc toi, le fait de commencer par ça quand je te parle de récupération, c'est parce qu'en fait, pour toi, le plus important, c'est pas vraiment tant comment tu récupères, mais plutôt qu'est-ce que tu infliges à ton corps? Ouais, parce que les gens prennent j'aurais dû commencer par là, mais les gens prennent le problème à l'envers en fait. Ils se disent oh là là, je suis blindé de courbatures, il faut que je fasse des bains chauds, des bains froids, de la glace, des pistolets de massage et tout. Non, il faut juste que tu arrêtes de faire le débile et que tu comprennes que tu t'es jamais entraîné, que ça fait 6 mois et que tu veux t'entraîner comme Rich Froning et que tu fais 3 watts par jour, 2 séances d'haltéro, 3 séances de power et 2 séances de sprint par semaine. On l'a vu au premier confinement. C'est too much, c'est trop. Parce que les gens, je pense que c'est la faute du marketing, parce que tu regardes Nike, Adidas, Puma, Reebok, les slogans c'est entraînez-vous comme un athlète, entraînez-vous comme un pro, entraînez-vous comme un champion UFC, etc. Parce que c'est super tentant. On a tous envie de devenir des super-héros et on a tous envie d'aller acheter l'accessoire, le petit truc, les chaussettes, le machin, le bandeau, la casquette, la montre, qui va nous faire nous surpasser et nous amener dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Donc on a tous tendance à se laisser bercer par les sirènes du marketing et à croire qu'on est meilleur que ce qu'on est réellement et à aller plus vite que la musique. Malheureusement, la musique, elle rappelle vite à l'ordre. Ouais. Et si tu essayes de dépasser trop rapidement ou trop brusquement ou sans anticipation tes capacités de production d'effort et de récupération, l'organisme, il tire sur la corde, et au bout d'un moment, il commence à déconner un peu, ça couine, ça s'inflamme, et au bout d'un moment, tu arrives à… C'est là où tu arrives à mon cabinet. Et c'est là que vous arrivez chez Emmerich, 3615 Emmerich. Exact. Ok, je pensais pas que, évidemment ça me paraissait logique que ton entraînement doit avoir le bon dosage et que la difficulté, comme je pense que tu vas me dire, c'est propre à chacun, donc c'est de trouver le dosage. Mais je pensais pas que la question de la récupération était au final, entre guillemets, quasiment accessoire pour une personne qui a la bonne prog. C'est pour ça que c'est peut-être l'ironie du sort et un peu le paradoxe de ce podcast, mais moi je fais pas de mobilité, tu vois. Ouais. C'est juste parce que ma prog est tellement optimisé en fonction de mes objectifs et de mes capacités que j'ai jamais de douleur en fait, quasiment pas. Je m'entraîne, alors sauf quand je suis dans des périodes de sèche ou des périodes de compétition spéciale, mais sinon je progresse virtuellement quasiment à chaque séance partout tout le temps, sans être champion du monde non plus, mais des micro-progrès avec des adaptations intelligentes et une surcharge progressive très lissée et très respectueuse de mon intégrité physique. De toute façon, la progression, elle n'est plus du tout Bien sûr. linéaire. C'est les noob gains, tu commences comme ça et après tu continues comme ça. Mais c'est slow progress is better than no progress, right? Mais déjà, tu vois, savoir optimiser et planifier tout ça, et ça, c'est un immense plaisir de pouvoir transmettre ça à nos élèves. Parce qu'effectivement, quand tu parles des gens qui ne sont pas du tout acculturés à ça, tu leur parles de programmation, tu leur parles de périodisation d'entraînement, tu leur parles de blocs, tu leur parles de phases, tu leur parles de mésocycle. Ils te regardent avec des yeux de mérou, mais déjà, c'est la base, tu vois. Ensuite, la base de la récupération, c'est le sommeil. On est des mammifères diurnes. On est fait pour être actifs quand le soleil brille et avoir une baisse de régime, une baisse de la stimulation du système nerveux global quand le soleil se couche et qu'il fait nuit et qu'on n'y voit rien, bizarrement. Si on voyait dans le noir, peut-être que les choses se passeraient différemment, mais ce n'est pas le cas. On est dépendant de la lumière du jour et du feu au fond des cavernes pour pouvoir fonctionner. Donc quand il fait nuit, on a tout intérêt à dormir et en plus à se mettre dans un endroit protégé, isolé et un peu sécurisé pour pouvoir reconstituer son capital et récupérer. La base de la récupération, c'est le sommeil. Donc à partir de là, quand on a déjà un entraînement intelligent qui fait qu'on ne creuse pas son besoin de récupération de façon totalement illogique et qu'en plus on dort de façon optimale pour régénérer ses capacités de production d'effort, en fait on est déjà dans un cercle qui optimise à fond le fonctionnement de l'organisme humain à partir du moment où il n'y a pas de blessures ou de petits accros de parcours, ce qui arrive évidemment, mais déjà tu peux aller extrêmement loin et extrêmement longtemps avec ça. Après, tu peux t'intéresser au dernier pilier qui est l'optimisation de la nutrition, qui va être évidemment consubstantielle de la santé sur le long terme et absolument indissociable de la performance sur le très long terme, au-delà même de la santé et du bien-être, qui sont évidemment des composantes et des piliers essentiels et de la performance et de la santé globale.
Mais déjà, si tu arrives à optimiser tout ça, déjà, j'aurais pas de travail si les gens avaient ça en tête, et toi non plus probablement, de façon innée ou de façon transmise par une éducation nationale ou pas, qui serait un peu responsable des bases de ce qui doit être transmis, je pense, à un être humain en tant que tel. Okay. Et vis-à-vis du sommeil, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en quantité de sommeil. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut savoir si on dort assez ou si on a un sommeil de qualité? Avant de répondre, on va venir croiser les mains dans le dos. Donc en fait, on va venir mettre une main ici, l'autre main dans ce sens-là. On va se remettre face au… Mais si vous ne pouvez pas vous attraper, moi par exemple, je vous ai montré mon bon côté, mais mon mauvais côté, je ne peux pas. Soit vous vous fixez ici, soit vous pouvez utiliser une serviette ou un élastique pour vous aider. C'est bon, ça touche. J'ai la casquette qui… alors certes, on a tous des capacités physiques différentes et on a tous des besoins de récupération et notamment en termes de sommeil différents. Cela dit, si tu mets à peu près à équivalent l'ensemble des contextes et des modes de vie des gens, par exemple comme dans une étude extrêmement intéressante qui obligeait les sujets de l'étude, sous contrôle extrêmement drastique, à passer 18 heures de leur journée dans une pièce intégralement noire. C'est-à-dire que sur les 24 heures de ta journée, on te laisse 6 heures de jour et 18 heures de plein noir où tu peux même pas lire, pas de téléphone, pas de montre, rien du tout, et tu es tout seul et tu peux pas parler avec des gens et faire la teuf. Et ben on se rend compte qu'au bout, je crois que l'étude, pardonnez-moi, j'ai pas le protocole exact en tête, mais je crois que l'étude dure 8 semaines avec une période de washout au milieu, etc. Mais je crois qu'à la fin de l'étude, tous les sujets de l'étude finissent par dormir 8h30 en moyenne par nuit. Ah, c'est ouf. 8h30. Donc, c'est une bonne façon de réinitialiser et de dépouiller l'être humain de son contexte, de son stress, de ses obligations extérieures, etc. et de le mettre dans des conditions de quel est vraiment le besoin réel, zéro, absolu de ton corps pour faire fonctionner la machine. 8h30. Et la moyenne, c'est 8h30. C'est dingue. À savoir que cette moyenne-là, évidemment, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire que même sur le groupe de test et dans les sujets, il y a des gens qui probablement s'en tiraient naturellement avec 7h15, peut-être d'autres qui s'en tiraient avec 9h24. Mais la moyenne, si vous êtes dans la moyenne, vous êtes à peu près là-dedans. À savoir que cette moyenne-là s'allonge avec l'effort et l'exercice. Donc, si tu as un mode de vie qui est demandeur en termes de production, d'effort, en termes d'adaptation, en termes de construction musculaire, en termes d'apprentissage. Intellectuel aussi, Ouais, intellectuel aussi, bien sûr. Tu vas avoir besoin de dormir plus. Ou si tu ne le fais pas, tu vas créer un déficit de récupération. Donc, généralement, les sportifs ont besoin de dormir plus. Généralement, les étudiants ont besoin de dormir plus. Généralement, les enfants qui grandissent ont besoin de dormir plus. Parce que grandir, c'est simplement créer des nouvelles protéines et du nouveau matériau d'être humain et du tissu nouveau et se développer. Donc, c'est pour ça que quand tu grandis, tu es fatigué et qu'un nourrisson passe, je crois, si je ne dis pas de conneries, s'il y a des neurologues qui m'écoutent, corrigez-moi, mais passe plus de 50% de son temps total dans des phases de sommeil profond. Je suis pas neurologue, mais je suis néo-papa. Et nous, on nous disait, c'est au minimum 18 heures par jour à dormir, quoi. Voilà. Donc, les bébés, c'est… C'est comme ça qu'on fonctionne. On est des mammifères et on a besoin de dormir. Alors, heureusement, moins que les chauves-souris qui dorment, je crois, 21 heures par jour. Mais, les paresseux, c'est quoi? Les paresseux, je ne sais pas du tout. Mais on est des primates et on a besoin de dormir pour pouvoir se régénérer. Alors, avant, on pensait que la théorie du sommeil, c'était qu'il fallait simplement se reposer. En fait, on se rend compte que dans certaines expériences où si on te fait dormir, tu te reposes. Et si on te fait simplement te reposer en étant allongé mais les yeux ouverts sur un lit, tu te reposes jamais en fait. Parce qu'on se rend compte que maintenant, le sommeil, les chercheurs le décrivent comme un désengagement réversible du niveau de perception conscient par rapport à la réalité. C'est-à-dire que tu J'aime bien le mot réversible. Tu n'es pas dans le coma, tu peux te réveiller. Mais tu es spontanément impliqué dans un processus de désengagement sensoriel qui fait que quelqu'un qui dort, tu peux être à une soirée, il y a quelqu'un qui s'endort, il va se retirer du monde, il va d'un coup plus être conscient vraiment de ce qui se passe et passer dans une dimension un peu différente où neurologiquement, il va se passer énormément de processus qui vont permettre de changer son état et son homéostasie. Et clairement, on n'est pas dans le même état quand on se couche et quand on se réveille. Surtout quand on dort bien, ce que je vous conseille. Donc maintenant, on sait que ça a plus à voir avec la réinitialisation de l'homéostasie synaptique. C'est un mot horrible, mais en gros, dans vos neurones, il y a des synapses, c'est-à-dire des centres de connexion pour que les informations électrochimiques fonctionnent. Et en gros, l'utilisation de votre force de volonté et de vos capacités intellectuelles au cours de la journée épuise
ces connexions synaptiques et font qu'elles s'enrayent et qu'elles deviennent moins efficientes. Quand on a bien dormi, au début d'une journée, on pète la forme, on peut faire plein de trucs en même temps, etc. Le soir, tu rentres chez toi à 21h30, tu en as plein la tête, tout le monde t'a saoulé, tu as eu des mauvaises nouvelles partout dans les médias, etc. Si en plus on te demande de prendre des décisions difficiles pour qu'est-ce qu'on va mettre pour le mariage de… Je ne sais pas pourquoi je parle, ça fait 5 fois que je parle de mariage, parce que j'ai un mariage la semaine prochaine et que ça demande plein de processus de décision qui sont un peu complexes. Peut-être que j'anticipe ça un peu trop, mais clairement, tu n'as plus l'énergie mentale disponible. Ouais. Notamment parce que les connexions synaptiques s'enrayent et qu'au bout d'un moment, tu as juste besoin de dormir, de ne plus en entendre parler et on verra demain. Tu vois. Okay. Parce qu'il y a un reset, il y a une réinitialisation de cette capacité de production, de fonctionnement cognitif tout simplement, qui ne peut pas se faire. Pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Exactement, qui ne peut pas se faire sans un sommeil optimal. Donc, outre la récupération des facteurs physiologiques et de la production de l'effort, le cerveau, tout simplement, ne peut pas fonctionner, le nôtre en tout cas, sans sommeil. Voilà. Ok. C'était ultra intéressant, mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu disais en termes de… Non, comment savoir? Parce que du coup, tu nous as dit, on a tous besoin à peu près en moyenne de 8h30, mais tu as des gens, ils vont te dire, tu vois, j'ai eu Marine Leleu au podcast qui me disait qu'en 4-5 heures, elle était rechargée complète, full. Sauf qu'elle dort 2 fois 4-5 heures en fait. Elle dort 4-5 heures et après, elle fait une sieste de 4-5 heures l'après-midi, tu vois. Ok. Donc, tu penses que c'est obligatoirement, il y a des siestes et compagnie Bah, demande-lui, mais moi, depuis 5 ans que je la connais, elle fait toujours plus ou moins la sieste. Quand elle peut pas, elle peut pas, mais sinon elle rattrape, tu vois. Et elle se débrouille toujours pour faire la sieste. Donc elle se contente de périodes d'ensommeillement courtes, mais répétées, tu vois. D'accord. Après, tu peux avoir des cas cliniques avec des gens qui vont se contenter de dormir 5 heures par nuit et s'en sortir. Mais est-ce qu'on isole tous les facteurs? Est-ce qu'ils ne se tabassent pas à la caféine? Est-ce qu'ils n'ont pas un vieillissement cellulaire prématuré? Est-ce qu'ils n'ont pas un fonctionnement cognitif qui finalement est totalement sous-optimal par rapport à ce qu'ils seraient capables de fournir s'ils dormaient davantage, tu vois. C'est-à-dire que je peux le faire? Ouais, moi aussi, j'ai fait une préparation militaire supérieure. À l'armée, on dormait 3 heures par nuit. Bah, j'ai tenu un mois. Je l'ai fait, tu vois. Ok, d'accord. Je sais pas, on a dû dormir 5 heures en moyenne. Bah ouais, ça marche, ça fonctionne. Un jour, je me suis endormi debout aussi, tu vois, sur le mur de l'armurerie comme ça, genre j'ai entendu Fonbonne et tout, j'ouvre les yeux et je me rends compte que tous mes potes étaient passés et que j'étais littéralement endormi debout contre le mur du truc, tu vois. Donc tu peux arriver à fonctionner avec moins, et on a des milliers d'exemples dans lesquels les gens peuvent ne pas dormir pendant 24, 48, 72, 96 heures parfois et arriver à faire quand même fonctionner la machine, mais ce sera jamais optimal. Donc oui, on a plus ou moins pas tous les mêmes besoins, mais globalement en moyenne ces besoins ils sont de ça. Ils augmentent avec l'activité physique et les besoins de production d'efforts intellectuels, de croissance, etc. Et potentiellement, après, ça varie comme tout système humain, du plus au moins avec une répartition normale. Et pour les mathématiciens et les statisticiens, une courbe de Gauss ou une courbe en cloche. Voilà, vous saurez tout. Ok. Et c'est à titre personnel, tu vois, c'est intéressant. Moi, jeune papa, c'est vrai que mon sommeil a pris une belle balle. Alors que je faisais assez gaffe. Et j'étais plutôt en canne. Et j'ai même commencé, on va en parler après, à faire un Miracle Morning et compagnie, à me lever encore plus tôt. Et je me suis bloqué le dos. Donc en fait, intellectuellement, je me sentais en forme. Physiquement, ouais, j'étais un chouïa fatigué, mais franchement, au vu de la perte de sommeil que j'avais, je trouvais ça vraiment minime. Mais par contre, ouais, sur une série de squats assez classique, tu vois. Sous-optimal, un truc pas complètement fou. Bah, boum, bloqué quoi. Moi, à l'armée, la dernière semaine, je me suis pété les 2 tendons d'Achille sur un footing. Pourquoi? Bah, à vous de répondre. Donc toutes ces personnes qui dorment peu et se considèrent en forme, moi je me couche tard et je me lève tôt, etc. Ça marche. Un jour ou l'autre, ils le paieront. Ça marche, tu m'aurais vu à l'armée, j'étais à gauche à droite, je commandais, machin, je courais partout et tout. Tu te serais dit, putain, le mec pète la forme, il a bouffé du lion et tout. Bah oui et non en fait. Tu fais aller et tu arrives à rester performant et à rester dans la course malgré ton mode de vie sous-optimal et malgré le déficit de récupération que tu es en train de créer. Et pas simplement parce que c'est ton mode de fonctionnement privilégié et que c'est comme ça que tu thrive en anglais, que tu te développes le mieux et que tu resplendis. Clairement pas. Ok. Et par rapport à ça, tu nous parlais aussi donc globalement de respecter le rythme du soleil, se coucher et se lever globalement. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que tu as des gens qui sont plutôt couche-tôt, lève-tôt et d'autres qui sont plutôt couche-tard, lève-tard. Mais en fait, ceux-là, eux, ils vont être quand même plutôt décalés par rapport au rythme du soleil. Est-ce que c'est une question d'habitude ou est-ce qu'ils sont vraiment fondamentalement comme ça? Il y a des choses là-dessus Il y a une question d'habitude, il y a une question de mode de vie. Si tu travailles tard, par exemple, moi, je sais pas, quand je travaillais comme manager chez Abercrombie & Fitch, il y avait des jours où j'ouvrais le magasin tôt et des soirs où je fermais le magasin super tard. Quand je rentrais le soir et que j'arrivais chez moi à 23 h, j'avais pas envie de me dire
ok, vas-y, je mange vite et je vais me foutre au lit, comme ça je suis à 23h45 au lit et je dors. Non, parce que j'avais l'impression d'être totalement aligné, tu vois, de ne pas avoir de sas de décompression entre mon activité professionnelle et ma vie perso, d'avoir aucun moment où je pouvais profiter de ma vie, éventuellement mater un film, appeler mes proches, faire des trucs, m'entraîner, etc. Donc j'avais quoi qu'il arrive besoin d'une période de décompression de 2-3 heures où je rentrais chez moi, je pouvais prendre une douche, bouffer, m'étirer, faire une micro-séance, faire un truc, etc. Et ensuite, ok, me mettre dans une dynamique de repos et me mettre au lit. Mais que ce soit en rentrant chez moi à 16h ou en rentrant chez moi à 23h, j'avais toujours besoin de cette période-là, tu vois. C'est simplement, généralement, une question de mode de vie parce que les gens vivent tous de façon différente et entre un directeur de boxe de CrossFit ou un boulanger, tu vas forcément pas avoir les mêmes habitudes de vie et forcément, tu vas devoir structurer ton rythme circadien et malheureusement adapter un peu ton fonctionnement physiologique en fonction de tes contraintes sociales. Mais si tu as le loisir de pouvoir faire totalement l'inverse, c'est-à-dire que tu n'as pas de contraintes sociales et que tu as un boulot qui te permet de travailler n'importe quand, par exemple, tu peux tout à fait expérimenter et voir à quel moment tu es le plus éveillé, à quel moment tu es le plus performant, à quel moment tu es le plus fort, à quel moment tu es le plus attentif, etc. Je sais que moi, par exemple, pour faire une séance de muscu, je n'ai pas un moment optimal qui est le même que pour enregistrer une vidéo YouTube, par exemple. Je sais qu'il y a des moments dans la journée où je suis plus alerte, je suis plus créatif, je suis plus en verbe, j'ai davantage d'imagination, etc. À l'inverse, il y a des moments où j'ai juste envie d'être posé et de lire un bon bouquin, tu vois, par exemple. On a tous des moments différents et des moments de performance physique et cognitive différents. Généralement, ça respecte la même logique autour de l'horloge et d'un cycle de 24 heures qui est régi par ton cycle éveil-sommeil. Et typiquement, dans les recherches, on voit que l'élévation de ta température corporelle maximale et ta production maximale de testostérone couplée à ta production minimale de cortisol, elle intervient à peu près 6 heures après ton moment de réveil. Donc, pour quelqu'un qui se lève à 8 heures du matin, tu sais que le moment idéal pour t'entraîner, ça va être à partir de 14 heures. Avant, tu n'auras pas une température optimale, tu n'auras pas peut-être une proprioception optimale, etc. C'est pour ça, par exemple, que les records du monde en athlétisme sont toujours battus systématiquement pendant les JO ou les championnats du monde à 20h, 20h30. Parce que c'est la période où tous ces paramètres sont réunis en fonction du mode de vie des athlètes pour amener le corps physiologiquement à une performance maximale. En natation, on sait par exemple que le moment est très légèrement décalé par rapport au reste des activités terrestres. Bizarrement, tu regardes les JO, les mecs qui font des podiums en natation et qui battent les records du monde et les records olympiques, c'est toujours à 20h45, 21h, 21h30. On a des JO bientôt. En écoutant ce podcast, vérifiez-le, vous allez voir, ça se vérifie chaque année. C'est magnifique, mais quelle que soit la façon dont on veut plier notre fonctionnement physiologique à notre gré et à notre guise, tu ne contournes jamais la logique parfaite de l'adaptation et on est des êtres humains, on est des mammifères, il faut l'accepter et on peut optimiser son fonctionnement naturel en le faisant s'adapter au mieux à son contexte social, mais malheureusement on ne peut pas déformer son fonctionnement et se dire tiens je vais faire ci, je vais faire ça, je vais dormir 3 heures et être une machine comme dans Limitless et espérer fonctionner de façon absolument optimale sur le long terme, c'est pas possible. Ok, hyper intéressant. On a complètement arrêté de s'étirer. Exact. J'ai même pas posé la moitié des questions que j'avais, donc on se fera sûrement un tome 2 à mon avis. Ok, mon gars, avec grand parce plaisir. que tu vois, on n'a même pas encore gratté le côté nutrition qui me semble hyper intéressant. Mais là, on est déjà quasiment à, je pense, 1 heure de podcast. Donc, tu fais des podcasts cuisine aussi Je fais des podcasts. On fera ça, j'avoue. Mais podcast cuisine. Sachant que normalement, la dernière partie de mon podcast, c'est moi qui propose aux invités de me montrer leurs étirements. Mais comme tu l'as expliqué, en fait, tu ne fais pas d'étirements. Le seul truc que je fais vraiment, c'est avant de squatter, parce que j'ai pas une très bonne mobilité de cheville. Donc typiquement avant de squatter, je vais le faire tout à l'heure en allant à ma séance de squat. Au lieu d'arriver et de me prendre une barre et de me la mettre sur le dos et de faire mon squat, je vais toujours, tu vois, simplement descendre en squat ici et faire, pour ceux qui connaissent le travail d'Ido Portal, il a une petite vidéo qui s'appelle Squat Clinic sur YouTube qui dure 3 minutes. C'est simplement de la mobilité, tu vois, articulaire, mais vraiment toute bête, simplement comme ça. Charger tes chevilles, quoi. Simplement, parce que je ne suis pas asiatique et que je ne peux pas profiter de 30 degrés de mobilité ici et que sinon mon talon décolle. Et du coup, aller passer un peu de temps en bas, aller percevoir un peu comment le bas de mon dos, comment mes lombaires, comment tu vois, ma sacro-iliaque. Tu compenses avec une très bonne mobilité de bassin. Hanche, enfin genou déjà, tu as full amplitude. Et hanche lombaire, en fait, tu as une très bonne amplitude. Le problème, tu arrives à avoir un squat complet malgré tout. Le problème, c'est que j'ai
je ne sais pas si vous le voyez, mais si je descends complètement comme ça, j'ai un vrai butt wink. En fait, derrière, j'ai un vrai désalignement de ma neutralité lombo-pelvienne. Et là, je peux le faire à vide et il n'y a aucune contre-indication à le faire et je ne vais jamais me blesser à vide. Par contre, squatter avec une charge importante sur le dos, si je me mets plus de 100 kg et que je descends comme ça et que je perds mon alignement lombo-pelvien, là, je mets une énorme tension au niveau ici de ma jointure sacro-iliaque et de mes vertèbres lombaires notamment, et ça peut être hyper dangereux. Donc typiquement, si je devais faire un squat simplement, j'irais faire un squat avec une amplitude jusque-là qui me permettrait de garder cette neutralité-là, voilà, et pas regarder ce qui se passe si je descends plus, voilà, pas en perdant mon alignement et en allant compromettre mon intégrité physique à ce niveau-là, qui est importante. Parce que pour m'être fait une entorse de la sacro-iliaque, je peux vous dire que ça rend très très humble et on marche pendant 3 semaines comme un petit papy comme ça et c'est assez rigolo. Nickel. Bah écoute Antoine, merci beaucoup pour toutes ces connaissances, toutes ces toi, infos et cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut plus d'infos sur toi, sur ta formation, sur tout ça? Alors pour la formation, évidemment sur notre site, donc menoandsulman.com. Vous tapez Bayesian France, le nom de la formation c'est Bayesian et vous tomberez sur notre site internet. Sinon, si vous voulez plus de contenu gratuit comme celui-là, sur ma chaîne YouTube, Antoine Fonbonne, sur laquelle je fais des vidéos sur la préparation physique, sur l'entraînement, sur la nutrition, mais aussi sur l'optimisation du mode de vie, la mentalité et ce genre de paramètres psychologiques qui sont super intéressants à mon sens. J'avais kiffé celle que tu avais fait avec Meno, où tu fais toute une séance de sport justement, je vous mettrai le lien, allez la voir, elle est vraiment cool. Où vous faites une séance de sport et derrière vous vous expliquez, ok, on prend tel exo, voilà pourquoi, voilà ce que dit la littérature et en fait c'est trop bien quoi. Donc allez voir. Merci beaucoup mon gars, merci pour ton invitation. Bon, avec plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et puis à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner pour louper les prochains podcasts. Bonne journée à tous. Bye bye.